welcome to all of you. Welcome to this Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette deuxième journée de session. On espère que vous passez un très bon moment à Lille et on a hâte de cette deuxième journée au FIC. Et avant de commencer, je voulais aussi vous dire que si vous avez besoin de traduction de français-anglais ou anglais-français, n'hésitez pas à aller chercher un casque à l'entrée de la salle. Donc, bien sûr, ici, en termes de cybersécurité, il faut une réponse collective parce qu'il faut la confiance entre les entreprises, les États. Il faut la construire et la consolider grâce à la coopération et aux standards communs. Et cette approche, en fait, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut renforcer la coopération internationale au niveau industriel, comment est-ce qu'on peut structurer des écosystèmes dynamiques et comment est-ce qu'on peut aussi aligner toutes les parties prenantes dans une même organisation. Ce sont les questions qu'on va poser à nos panélistes ce matin concernant les écosystèmes, les clés de la cyber-résilience. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui sur scène. Je voudrais vous présenter Noura El-Watch. Est-ce que je prononce bien? Je ne sais pas. Qui travaille à TNL. Et puis Eric Verny, le fondateur de Autodesk. Et puis nous avons Johan, le directeur de INSA. Bonjour et bienvenue. Et puis aussi à distance, nous avons Jonathan Love, le cofondateur de Cylon. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Good morning. Ute Riche, le directeur du hub numérique de la cybersécurité à Damart. Bonjour à tous. Et Laurence Dugue. Est-ce que c'est Dugue ou Duguay? Duguay. Directeur des partenaires chez Sage. Bonjour à tous et bienvenue. Donc avant de commencer, je voulais juste dire à tous nos panélistes que vous pouvez répondre en français ou en anglais. Les personnes ici avec nous dans le forum ont la traduction en live. Donc avant de commencer et avant de parler des écosystèmes et parler de ce thème qu'on a vu apparaître en 2021, je voulais aussi essayer de poser un diagnostic. Je sais qu'on parle beaucoup de termes médicaux, mais pourquoi est-ce que nous en sommes ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il est tellement nécessaire de collaborer et de travailler en écosystème? Qu'est-ce qui nous a menés jusqu'ici finalement? Noura. Vous m'entendez? On va voir. Oui, je pense que ça marche. Donc, la nécessité des économies. Vous voulez la définition ou pourquoi la nécessité des écosystèmes? Donc, le diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on est ici à parler de la nécessité de travailler en écosystème, en fait? En fait, vous avez absolument raison quand il s'agit des écosystèmes qui sont utilisés. C'est un petit peu le mot à la mode, finalement. Comme vous avez vu au cours des 10 dernières années, la collaboration a évolué. Et ça, c'est dû à la complexité et aux défis de la société, comme on le verra. Et il y a beaucoup d'études, mais aussi d'expériences que j'ai vues dans la construction des écosystèmes. Il y a beaucoup de défis sociétaux qui ne peuvent pas être résolus par une entreprise seulement parce qu'il faut construire une collaboration, parce que les défis sont énormes. Donc finalement, il faut faire les choses ensemble pour être en mesure de faire face aux défis cyber et de développer de nouvelles propositions de valeur et de définir des objectifs. Et je voudrais parler à Jonathan Love. Pourquoi est-ce qu'on en est ici aujourd'hui finalement? Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour les acteurs de travailler ensemble en tant que quantité plus grande, si vous voulez? Merci, Julia. Bon, de mon point de vue, par rapport à ce que Noura disait à l'instant, clairement, il y a un impératif finalement de travailler entre les pays, travailler avec plusieurs organisations qui nous soutiennent à différents niveaux, du fait que les défis sont tellement majeurs finalement. Je pense que
On travaille tous dans un monde où on voit à quel point les défis liés à la cybersécurité sont énormes. Ce n'était pas forcément le cas il y a une décennie, il y a 10 ans. Et donc moi je dirais exactement ce que Dira disait, c'est pas un problème que on peut traiter de manière individuelle, et je dirais que les écosystèmes finalement qui sont impliqués, en fait ils sont dynamiques, et moi ça m'intéresse vraiment d'entendre les commentaires des autres participants sur la construction des écosystèmes et leur expérience, et de le comparer avec notre expérience au Royaume-Uni. C'est ce qu'on va faire lors de cette table ronde. On va parler de ce mot écosystème, ce mot à la mode. Qu'est-ce que ça couvre exactement? Il y a beaucoup d'options, bon, bien sûr, qui sont disponibles. Il y a des publics, privés, avec plusieurs types de motivations. Ça peut être une combinaison de plusieurs objectifs. J'aimerais m'adresser à Laurence Duguay. Vous connaissez vraiment tous ces différents types finalement d'écosystèmes. Donc, qu'est-ce qu'ils couvrent exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux m'exprimer en français, Julia, Absolument, vous pouvez vous bon expliquer. Ok. Voilà. J'aurai la traduction derrière. Merci. En effet, oui, vous vous étiez adressé à moi aussi en tant que présidente de la DALEC, puisque on a fondé il y a maintenant plus de 15 ans l'association des responsables partenaires, parce que c'est un métier qui est de plus en plus demandé dans les entreprises. Pourquoi? Parce que les partenariats sont de plus en plus utilisés. Alors, partenariat ou écosystème, comme vous le dites, c'est un mot buzz, un mot fourre-tout. Et donc, je vais essayer de vous en donner une définition. Moi, j'utilise le mot écosystème pour définir toutes les entreprises qui tournent autour de sa propre entreprise et qui vont pouvoir, et avec lesquelles on va pouvoir faire des alliances, avec lesquelles on va pouvoir travailler. Et puis à l'intérieur de cet écosystème, certaines entreprises, on en fera un partenariat. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que le partenariat, on l'a défini, on a travaillé aussi également avec des profs, pas que des industriels, mais aussi également avec des professeurs, pour trouver la meilleure définition de ce que pourrait être un partenariat. Un partenariat, c'est un engagement de long terme entre deux ou plusieurs entreprises qui restent indépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire que nul ne doit prendre de part dans l'autre entreprise. Souvent défini par un contrat, mais pas toujours. Dans certains pays, le contrat n'est pas une obligation. Et puis qui vont ensemble partager un but commun, dans lesquelles elles trouveront des bénéfices les unes les autres, pas forcément au même moment d'ailleurs, mais en tout cas elles retrouveront des bénéfices les unes les autres. Voilà donc ce qu'on a pu trouver comme définition qui nous a semblé commun à tous et qui devrait s'appliquer partout. Et après, alors peut-être on y reviendra, mais il y a différentes typologies de partenariats et différentes fonctions à ces partenariats pour chacune des entreprises. Voilà, donc je ne sais pas si vous me reposerez la question plus tard, mais je la laisse ouverte pour l'instant. Très bien. Éric Léandri, cette définition vous convient-elle de l'écosystème? Ça vous paraît... Bon, c'est celle de Sedge. Pour moi, il n'y a pas de définition d'écosystème, il n'y a pas de définition de partenariat et pas de définition d'alliance. Il y a la constitution d'un écosystème qui nous permet d'être résilient, qui nous permet de travailler, qui nous permet d'être souverain parfois, dès le niveau du réseau. Donc, le problème est tellement énorme, le problème est tellement doit commencer à aller d'abord chercher ses racines au tout démarrage du réseau, qu'il faut ensuite construire des stacks pour remonter et être capable ensuite d'aller dans tout ce qui va être logiciel. Si on commence à se dire on va pas prendre des points, on va pas faire d'alliance, on va faire des contrats, je comprends ça pour Sedge, mais je le comprends pas pour chacun d'entre nous. On a besoin de construire quelque chose de très solide, et imaginez 2 secondes, pas de contrat, pas d'alliance, pas de partenariat. Bon, pas de prise de position, pas de prise d'action chez les autres. C'est ça que vous appelez solide. Je vais vous dire ce que moi je vois. Je vois des verticaux où on est très fort, où nous avons des capacités d'ingénierie, des capacités de technologie et des boîtes magnifiques. Vous en avez plein le FIC. Et toutes ces boîtes, si elles ne font que des verticaux et qu'elles ne s'allient pas avec quelque chose au final qui deviendra quelque chose de massif, de fort, de vraiment lié,
elles vont se faire racheter. Elles vont se faire racheter par des boîtes qui pèsent des milliards. D'un côté, côté américain par exemple, côté israélien. Elles vont se faire manger par des boîtes qui pèsent des milliards, côté américain, côté israélien. Je préférerais quelque chose de vraiment fort et qu'on le construise ensemble pour que ça soit souverain d'abord, que ça commence au réseau, que ça remonte, qu'on se fasse des alliances, des accords ou des partenariats. J'ai vraiment besoin de construire un écosystème fort, européen, résilient, et on a tout ce qu'il faut. Peut-être pas le financement. Alors, voilà, c'était ma question. Qu'est-ce qui fait, on va aller droit au but, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'écosystème aujourd'hui? Pourquoi ces entreprises qui sont ici au FIC? Nous l'avons, l'écosystème. Et plusieurs parties de cet écosystème, aujourd'hui, il est juste éclaté. C'est très différent. Vous avez des entreprises magnifiques ici. Vous avez des très grandes boîtes, de Thales à Capgemini, Atos et les autres, qui sont de très belles boîtes et des réussites mondiales. Vous avez des boîtes européennes, magnifiques également. Vous avez des start-up petites et grandes qui ont des capacités technologiques absolument magnifiques. Vous avez la capacité de créer de vraies boîtes. Regardez, je prends un cas d'école, c'est NSO côté israélien. NSO côté israélien, ils veulent aller en bourse. Alors vous les connaissez bien, c'est Pegasus, mais c'est pas que Pegasus, c'est tout un univers. Bah, cet univers, ils veulent le valoriser 6 milliards ou 10 milliards à la bourse. Vous voyez? Oui. Ils ont pris des actions, ils ont pris des participations, ils les ont rachetées, ils ont créé un groupe issu de tout un tas de petites boîtes. Alors je ne dis pas qu'il faut aller vers ce type de modèle, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que fait NSO tous les jours. Je dis juste que ça permet d'avoir une valorisation à 6 milliards, 8 milliards, 10 milliards. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut. Au niveau européen ? Oui, au niveau européen, j'ai tendance à adorer l'Europe. Je peux rien y faire, donc je préférerais que l'Europe réussisse. Et pour que l'Europe réussisse aujourd'hui, il faut qu'on y injecte des vrais milliards. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre système. D'abord, on doit y mettre des millions, des dizaines de millions, et puis rapidement, on va passer les échelles. Regardez le building fait à la Défense pour y mettre l'écosystème français, puisqu'on parle d'écosystème, parlons des Français 2 secondes, mais l'Europe est magnifique, il y a des boîtes absolument géniales en Europe. Bah, ce building, il vaut déjà 1,5 milliard. Et les gens qui sont dedans, ils valent tous entre 5 et 500 millions, ou 1 milliard ou 2. Donc vous avez un building qui pèse une blinde. Alors, donc on commence à parler de ces challenges pour pouvoir créer ces écosystèmes. Yes, of course. C'est un peu difficile de suivre la discussion, je suis désolée. Est-ce que vous riez de la traduction? Vous n'avez pas la traduction? On va vous apporter un casque, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais passer en anglais pour les questions. Donc, Johan, quels sont les défis quand on crée un écosystème aujourd'hui? Certaines personnes à qui j'ai parlé, je pense que Noura, vous me l'avez dit, vous avez dit c'est presque un mirage. Il faut avoir cette conversation, savoir ce que vous essayez d'atteindre, pendant combien, quel est votre délai pour construire cette relation. Quel est votre point de vue là-dessus? Quels sont les principaux défis? Bon, c'est super déjà de revenir à Lille au FIC. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et donc, si vous comparez ça au mariage, le mot-clé, c'est la confiance. En général, c'est comme ça que les mariages fonctionnent. Et quand vous essayez de voir un petit peu les écosystèmes aujourd'hui, une question qu'il faut se poser, c'est la confiance qu'il y a entre les différentes parties prenantes de l'écosystème, les partenaires. Et moi, je dirais qu'il faut que ça fonctionne si on veut atteindre les objectifs. Donc oui, bien sûr, c'est un défi. La confiance est plus dans les différentes communautés, peut-être, qui forment l'écosystème, mais entre les différents secteurs, entre les différents acteurs, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc, l'un des outils pour créer la confiance, qu'est-ce que c'est? Bon, l'argent, malheureusement, ne peut pas acheter la confiance. J'aimerais voir plus d'investissement dans la cybersécurité en Europe également, et j'espère qu'on va y arriver.
Mais techniquement parlant, vous pouvez avoir des cadres qui sollicitent la confiance et qui permettent de construire un environnement plus confiant avec des certificats, par exemple. Vous pouvez avoir des certificats pour, comment dire, pour valider la confiance, si vous voulez. Mais bon, les certificats, encore une fois, ça dépend des partenaires, bien sûr, et c'est seulement l'une des solutions. L'autre chose que je dirais, c'est qu'il faut qu'il y ait la même compréhension des objectifs et des risques. Donc, dans la cybersécurité, bien sûr, le fait d'avoir une bonne compréhension et de la même compréhension des risques qui sont impliqués, c'est très important également parce que ça rassemble les gens et individuellement, ils commencent à travailler dans la même lignée pour atteindre les mêmes objectifs. Richter, vous êtes le directeur général du Digital Hub Cybersecurity. On entendait John à l'instant. Êtes-vous d'accord avec son opinion sur les défis? Est-ce que vous avez eu les mêmes choses dans la création de ce hub? Je suis tout à fait d'accord. Mais je dirais aussi que c'est pas seulement une question de confiance, mais aussi il faut aussi avoir un objectif commun. Ce qu'on voit, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un intérêt à créer ces écosystèmes, mais il faut trouver les acteurs, les parties prenantes pour nous rejoindre. Donc du monde académique, des entreprises et autres. Et dans cet écosystème, le défi, c'est d'établir cet objectif commun et deuxièmement, d'établir une culture qui est à un niveau élevé. Donc un accord, une situation gagnant-gagnante, si vous voulez. Je pense que ça, c'est un gros défi quand on crée ces écosystèmes. Bon, c'est facile de créer finalement des opportunités pour créer un réseau. Les premières étapes ne sont pas les plus difficiles. On a cette proximité, on se connaît, mais le problème, c'est que si vous essayez de passer au niveau d'après, vous avez cet élément d'objectif et d'objectif commun dans cet écosystème. Pour moi, c'est ça la partie la plus difficile finalement. Bon, c'est une question très générique, mais je pense qu'il faut la poser. Quels sont les écosystèmes? À quoi servent les écosystèmes? Pourquoi sont-ils utilisés? Oh, it works. Okay. Ah, ça marche. OK. Bon, je voulais aussi réagir à ce que, concernant les défis des écosystèmes et comment on peut les rendre, comment on peut en faire un succès, parce que c'est la question aussi. Quand on parle d'écosystème, je pense qu'il y a différentes approches. Donc, l'approche générique, c'est de s'assurer que les gens ou les acteurs sont ensemble pour collaborer autour d'un produit spécifique et échangent leur expertise. Et on sait que, dans la Silicon Valley, etc., il y a ces écosystèmes, mais également il y a plusieurs écosystèmes qui existent, mais de mon point de vue, l'écosystème dont nous parlons ici, il s'agit d'aligner les parties prenantes pour mettre en place, une vision claire et un objectif, et aussi créer une proposition de valeur, pas des produits, mais une proposition de valeur. Et ces partenaires sont conscients aussi. Bon, encore une fois, la confiance, ça vient un peu plus tard, je dirais, dans la chaîne, mais ces partenaires sont également conscients que personne ne peut le faire individuellement et que, donc, par rapport aux défis de la société, si on va au niveau d'en dessous, quand il s'agit de la cybersécurité, parce qu'il y a différents types de critères, finalement, pour lesquels vous pouvez dire, l'industrie ne peut pas le résoudre seule et la société ne peut pas le faire seule. Et donc, il y a
vous avez toutes ces parties prenantes finalement qui ont besoin de quelque chose l'un de l'autre. Et orchestrer ce type d'écosystème avec la valeur spécifique pour la société, et ça rend un écosystème victorieux. Et à partir de là, vous pouvez aller encore plus bas et poser la question de savoir de quoi ils ont besoin, ces parties prenantes, des uns des autres, mais aussi des leaders de l'écosystème finalement. Et alors là, il s'agit de ce qu'on a dit déjà, mais la flexibilité organique, l'innovation rapide, mais également l'adaptabilité, de la capacité et l'expérience. Et il n'y a aucune organisation, qu'il s'agisse d'un institut médical ou les plus grosses entreprises technologiques, elles ne peuvent pas résoudre ça par elles-mêmes. Et je pense également que, en fait, je sais que quand il s'agit de l'Europe, et de faire face à la compétition, à la concurrence internationale, américaine, russe, la Chine. Il faut vraiment collaborer par rapport à ces défis. Donc, en gros, c'est ce que je dirais. Eric, ce que je pense, c'est qu'il faut un écosystème parce que vous ne pouvez rien résoudre individuellement, ça c'est tout à fait vrai. Et même si vous avez les plus grandes entreprises sur la planète, vous n'y arrivez pas. Vous ne pouvez pas. Et c'est tellement spécifique, tellement complexe et parfois tellement... comment dire, il y a tellement de besoins en termes de technologie, de spécifications, de capacités sur des besoins très spécifiques qu'il faut avoir des équipes dédiées à ça. Et vous allez les trouver quand vous en avez besoin. Donc en fait, on est en co-concurrence, si vous voulez. Mais on a besoin de faire de la coopération ensemble parce que si on ne fait pas de coopération, et seulement de la concurrence, on va perdre parce que c'est très simple. Si vous avez une attaque, par exemple, sur une entreprise et vous voyez le prix des rançons, vous vous dites toujours que c'est le même problème. Mais en fait, non. Parfois, ils utilisent une application, parfois le réseau, parfois un lien, un mail, des choses très simples finalement, d'autres très complexes. Et donc c'est exactement ce qu'il faut. Donc la bonne réponse, les bons outils au bon moment. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de créer des plateformes pour être en mesure d'intégrer ces outils facilement parce que les PME ne seront pas en mesure de comprendre tout. Et il faut qu'ils travaillent au quotidien. Donc, juste quelque chose de très rapide. Ici, la seule façon que vous pouvez sécuriser la supply chain, finalement, c'est avec un écosystème résilient, la chaîne d'approvisionnement. Et c'est quelque chose qui... Comme on a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas, même si vous êtes la plus grosse entreprise au monde, vous n'avez pas les ressources de faire ça seul. Donc l'écosystème sont là pour s'assurer finalement d'une société plus résiliente. Jonathan Luff, on a beaucoup entendu parler des perspectives de l'Europe et aux États-Unis, qu'en est-il? Quelle est votre approche finalement, cette idée de travailler en écosystème? Merci, Julia. Je vais parler du Royaume-Uni plutôt que des États-Unis. Oh, désolée, je me suis trompée. Mais en fait, plusieurs choses. Très intéressantes d'entendre les autres participants. Noura, quand elle parlait donc les écosystèmes qui sont formés, je suis tout à fait d'accord avec Eric quand il a dit que les écosystèmes on les a déjà finalement. En Europe, on les a ici au Royaume-Uni. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'Eric disait concernant les plateformes, mais on y reviendra. Si je peux juste partager une réflexion concernant le développement des écosystèmes de cybersécurité au Royaume-Uni, j'espère que ça pourra vous aider. En fait, c'est arrivé, comment dire, du point de vue de la sécurité nationale finalement. Et c'était en 2010-2011. Je travaillais sur une stratégie dans ce domaine et en fait on a vu qu'il y avait une opportunité nationale finalement, des besoins au niveau national et ça nous a mené à développer des stratégies. Certaines ont été efficaces, d'autres pas tellement, mais si on regarde en 5 ans, 10 ans,
On voit certains écosystèmes au Royaume-Uni, mais ça prend du temps. Et je dirais pas que, en fait, le développement est venu de cette stratégie nationale. Et en fait, l'établissement de l'organisation que je représente, Cylon, en fait, c'était en partie pour stimuler certaines des choses dont Ute parlait tout à l'heure, à savoir, comment dire, la connectivité entre les entrepreneurs et les autres qui sont intéressés dans ce domaine. Et avec cette connectivité, on a eu de nouvelles opportunités. Et à partir de ces nouvelles opportunités, on a eu des nouvelles activités. Et comme le disait Eric, je crois, ou peut-être non, Johan, l'argent, bien sûr, il y en a par rapport à ces opportunités. Et vous l'avez vu, vous avez un développement organique de ces écosystèmes avec d'autres systèmes. Donc je pense que maintenant, il y a des écosystèmes relativement matures au Royaume-Uni. Je sais que c'est la même chose, un petit peu différent peut-être dans d'autres pays d'Europe, mais vous avez tous ces services, le marketing, le juridique, tout ça se construit autour de ça. Donc on est passé d'une situation où il y avait une entreprise avec un budget et puis on avait un groupe qui faisait un rapport aux directeurs généraux. Et maintenant, on a vraiment ce problème qui devient la priorité de tous les DG finalement. Donc ça, on l'a vu. Donc on a vu ce développement patient des écosystèmes, si vous voulez. Et ça, en fait, ça attire d'autres activités. C'est lié à la collaboration et au partenariat. Ça peut arriver de manière assez organique. Et moi, ça m'intéresse d'entendre les autres sur différentes stratégies pour encourager et accélérer finalement ces écosystèmes. Eric Léandri, did you want to... No. My point is, you say the ecosystem is mature, and I totally agree with you. It's not totally mature in all fields. I'm just saying that what is not mature. Je suis d'accord que l'écosystème est mature, mais c'est plus facile à utiliser pour les SMI, les petites et moyennes entreprises. Pour un SMI, pour commencer à partir de zéro, c'est facile. Vous pouvez le faire de façon sécure et il faut faire attention néanmoins à la sécurisation du réseau. C'est le genre de choses qu'on doit faire. Mais un système qui soit sécure, qui n'ait besoin que d'une prise, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je parlais d'une plateforme, pas une plateforme qui va tout contrôler, enfin ça fait pas sens, mais des plateformes qui peuvent ramener des solutions, qui ramènent des solutions simples pour changer la façon dont il est facile d'attaquer une mairie ou une PME. Donc, ce n'est pas complètement formé, mais de notre point de vue, on voit un avantage, la création de nouvelles structures qui sont dirigées par des opportunités d'investissement qui veulent s'organiser dans une plateforme, c'est une bonne description, des agences commerciales qui veulent avoir un service, un système de service qui soit plus simple à utiliser pour les utilisateurs. C'est toujours en cours. On n'a pas encore le résultat. On a des gros groupes qui utilisent ces plateformes, mais il y aura des entités
en Europe qui vont créer des solutions plus holistiques pour les petites sociétés. La tendance qu'on voit, c'est que les investisseurs mondiaux viennent en Europe. Donc, et ça prend tout. Jusque-là, on a attiré l'attention des gens sur les États-Unis et l'Israël, mais maintenant les ressources sont centrées plus sur l'Europe. On peut discuter longtemps pour le pourquoi de la chose, mais bon. 5 phrases sur l'écosystème. Un exemple que j'ai vu, c'est qu'on a plus que plusieurs activités dans plusieurs secteurs et on parle de plateformes. Ces plateformes existent bien. Certaines sont déjà en place, pas toutes, et pas toutes pour la correction des PME, mais peut-être si certes on pourrait véritablement entrelier entre elles ces différentes plateformes. Vos commentaires ont généré pas mal d'idées chez moi, mais je pourrais réfléchir comment c'est organisé aux Pays-Bas, mais ce que je vois, c'est que les écosystèmes pour le cyber sont utilisés comme sur une grande échelle. Aux Pays-Bas, on a beaucoup d'initiatives du gouvernement, mais aussi des secteurs privés, et tout est dispersé. Donc, je suis d'accord avec vous, Eric. En ce qui concerne les PME, elles ne sont pas représentées quand on parle de valorisation. Donc, les instituts de recherche ne sont pas suffisamment connectés avec les PME pour dire ok, les venture capitalistes pourraient entrer en jeu. Les investissements, les sociétés d'investissement mondiales bougent vers l'Europe, et aux Pays-Bas, on n'a pas la connaissance de notre industrie en Europe. Soit ce sont les numéros 1 de la technologie, ou ils pourraient aider l'économie à monter en charge en partageant leurs connaissances. On a eu les points de vue d'autres orateurs. Sécuriser les écosystèmes, quelle est votre expérience? En Allemagne, on a un écosystème qui est lié aux sociétés sur le plan cyber, et ça, on a réussi à le faire. Il y a quand même encore moyen d'améliorer tout ça pour transférer ça à un système européen. Il y a beaucoup de systèmes différents, mais ils ne sont pas mis en réseau. Eric dit que oui, il faut qu'il y a l'opportunité de créer des suites, mais il n'y a pas de résultats d'écosystèmes qui sont centrés sur les résultats d'aujourd'hui. Enfin, les résultats sont plutôt à 5 ans ou à 10 ans. Et il faudrait que on essaye de passer à la tête du jeu. Ça veut dire que les écosystèmes participants doivent être considérés
comme répondant à des besoins qui vont arriver dans 5 ou 10 ou 15 ans. Mais notre société est en marche. Nous savons quels sont les défis principaux, mais on n'a pas véritablement la vision nécessaire pour ce faire. On a parlé de compétences. Comment est-ce qu'on peut accélérer le transfert des technologies et des connaissances du monde académique dans le monde réel, dans le monde commercial? Vous voulez répondre à cette question? Après Eric. D'abord, c'est ce que nous faisons dans notre société aujourd'hui. L'agence pour la recherche atomique en Europe, on a un partenariat pour sécuriser le réseau. Après des années de recherche et de développement par Frédéric Laurent et son équipe. Et maintenant, on amène ça au réseau comme celui de Cipartech, 25 000 kilomètres de fibres dans l'Europe et c'est ajouté à notre système de DNS pour avoir un réseau sécurisé en Europe. C'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, mais on parle de 5 ou 10 ans de recherche pour 5 ou 10 ans de sécurisation du réseau avec des solutions proposées tous les mois. Mais dans le fil de la cybercriminalité, on parle à chaque fois entre 5 à 10 ans. Dans Lost in Translation, c'est fini. Si ça se passe là, si ceci se passait comme ça aujourd'hui, vous êtes mort parce que quelque chose d'autre arriverait. Donc, il faut qu'on parle d'ajouter un autre Lego, mais c'est pas un jeu. Mais c'est un jeu où vous pouvez remplacer un Lego par un autre si un nouveau Lego est plus sûr dans l'avenir. Comment pouvons-nous transférer les résultats académiques dans l'industrie? Oui, et je pense que tout le monde le sait, mais on a un secteur de sciences appliquées et l'un des plus grands hubs en Europe qui s'occupe particulièrement de ça, et on a ce transfert de ce que l'activité sera, les changements qui auront lieu, et aussi de pouvoir identifier les résultats qu'on a dans les universités et transférer ça de façon très rapide dans le monde commercial. Mais il y a aussi une coopération avec les membres de l'industrie. Donc c'est un bon exemple d'un écosystème qui fonctionne dans un cadre bien précis. Jonathan, quelle est votre opinion sur cette question spécifique? Comment transférer les connaissances académiques, universitaires? Quel est le poids que vous lui donnez? C'est vital, bien sûr. Mais néanmoins, ça reste difficile. Notre expérience est de voir l'excellence dans la recherche et dans le transfert du monde universitaire au monde industriel à des trous n'est pas uniforme. Je pense que ça prend beaucoup de temps et que c'est l'endroit pour les pays et l'Union européenne d'investir le temps, l'argent et les ressources de se poser des questions sur les compétences à long terme dont on aura besoin.
Et je pense que la culture des universitaires est tout à fait différente de celle de l'industrie et de l'investissement. Donc, on a besoin de patience et ça ne va pas forcément donner jour à quelque chose de très créatif et très excitant. Nora a parlé de son expérience aux Pays-Bas et son questionnement sur les investissements, les investisseurs qui viennent, qui se tournent vers l'Europe pour d'autres opportunités. Et je pense qu'il y a, il voit qu'il y a en fait des compétences ici, du talent et de l'argent aussi. Je pense que c'est un défi. Je pense qu'il faut qu'on réponde, il faut qu'on entre en concurrence, mais c'est quelque chose à propos duquel il faut que nous soyons plus positifs. Quoi. Il y a des sociétés comme Sequoia qui prouvent qu'il y a une confiance dans la technologie européenne. Il y a autant de valeur ici qu'ils en ont vu en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a suffisamment de financement venant de l'Angleterre, mais en tout cas, je ne vois pas ça comme étant quelque chose de négatif. Donc, je pense que je vais essayer de faire un commentaire sur comment on peut transférer les connaissances des universitaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez du rythme d'innovation qu'on a ici en Europe, mais de l'approche de la souveraineté et pour augmenter l'autonomie de l'Europe, ça pose problème aux Pays-Bas en tout cas. On a des dialogues et on demande au gouvernement comment on peut faire face à ce type de développement. Je vais passer au mon point suivant. Ce qui a été mentionné, c'est que je travaille pour DINO, qui était une organisation pour la recherche appliquée, qui a été créée légalement, et on a un rôle concurrentiel sur le marché. C'est pour ça que on s'attend vraiment à être à la tête des écosystèmes parce qu'on n'entre pas en compétition avec le marché. On veut aboutir à des impacts sociaux. Les universitaires ont une culture spécifique, mais aussi des drivers différents. Et pour la cybercriminalité, on a des trous, des manquements, et il faut qu'on comble ces manquements. Il y a beaucoup d'organisations en silo et c'est pour ne pas détailler trop ça, l'aspect visibilité est aussi un problème. Donc transférer de l'académique aux startups et avoir une vision à long terme n'est pas un but de recherche ou de technologie, mais quel genre d'impact sociétal ou quel événement doit être mis sous la loupe. Donc, pour les universitaires, c'est vraiment une histoire d'éducation, mais pour les PME, il faut penser au développement de leurs connaissances et les venture capitalistes vont pouvoir réguler leur investissement dans les PME. Donc c'est une approche donnante, mais il faut que le
monde universitaire fasse partie d'un écosystème. Jérôme et Laurence ensuite. Je suis dans un centre de compétences et je suis à la tête de ce centre parce que au niveau européen, on investit des milliards et on va investir des milliards dans les années à venir pour que ce déploiement se produise. C'est pas facile à faire. Et ça demande beaucoup de coordination. On a les réseaux nationaux qui vont, j'espère, nous aider à relier les points entre eux. On va voir comment on va faire ça et dans 7 ans, on va revenir au FIC et on va regarder dans le rétroviseur et dire bah, finalement ça a fonctionné, ça non. Mais sur le plan européen, à certains niveaux, il faut qu'on prenne des actions pour être très innovant, avec une pensée très innovante pour utiliser les outils et les processus dont nous avons besoin dans les différentes parties des écosystèmes. Laurence Duguay. Compétences provenant du monde académique jusque dans le monde, on va dire, de l'entreprise. C'est vrai qu'on ne travaille pas assez avec les académiques. J'entendais la personne qui est en Allemagne en parler. Il faut qu'on travaille de plus en plus. Alors, on a essayé au sein de l'association ADALEC de travailler avec les académiques pour pouvoir justement instaurer plus de réponses à ces challenges de l'écosystème ou des partenariats, parce que des études montrent que 50% des partenariats ne fonctionnent pas. Donc on s'est demandé aussi pourquoi. Parfois il y a des entreprises qui sont petites et qui veulent travailler avec des grosses entreprises, et donc il est nécessaire de comprendre si ce fonctionnement va marcher. Donc du coup on a déterminer qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qui faisait que ça marchait mieux, mais très certainement d'avoir ce but commun, vous en parliez tous, et qu'il soit défini clairement. Ça, c'est un point important, parce que souvent, quand on s'aperçoit que quand on fait un partenariat, on a l'impression on vient chacun avec ses attentes et ses espoirs dans ce partenariat, mais en fait, on les a pas partagés et on n'a pas démontré que l'autre entreprise ou les autres entreprises avec lesquelles on faisait ce partenariat pouvaient trouver des bénéfices aussi. Donc on arrive avec son espérance à soi, un peu, vous en parliez, comme dans un mariage, on croit que ça va marcher, mais c'est pas le départ. Le départ et la signature du contrat, c'est pas tout. Après, il faut décliner ce partenariat pour que ça marche dans le long terme. C'est le long terme qui va fonctionner. Plus on apprend à se connaître et plus la confiance est là, et plus le partenariat marche. Donc le regard de l'académique sur ces fonctionnements de partenariat va nous permettre de passer outre les challenges et puis le fait qu'ils ne fonctionnent pas dans 50% des cas. Il y avait eu une étude d'Accenture qui montrait en quoi les entreprises qui ont toujours eu de la croissance fonctionnaient, et en l'occurrence la création des partenariats, la création de l'écosystème autour de l'entreprise était un des facteurs parmi 7 facteurs qu'ils avaient retenus qui étaient essentiels pour la croissance des entreprises. Donc il y a la croissance des entreprises, certes, et puis vous en parliez tous autour, et puis au niveau de la sécurité, c'est important aussi. Ça va au-delà de la croissance de l'entreprise, c'est-à-dire que chaque État, voire l'Europe, vous en parliez aussi tout à l'heure, doit se réunir en écosystème pour lutter contre lutter contre les attaques et contre la cybersécurité. Donc c'est un point important de travailler avec cette partie académique. Laurence just touched on something very interesting here. Also, it's pretty obvious that what small groups have to gain. Laurence insiste sur le fait que c'est important d'avoir l'apport de l'académia, mais même les grands groupes peuvent y arriver tout seuls. Donc, quel est l'avantage des grands groupes là-dedans, en comparaison avec des groupes plus petits, plus petits?
Avantages, désavantages, quand vous êtes un grand groupe, vous avez une bonne trésorerie. Et vous pensez d'abord à acheter. Vous allez acheter 1, 2, 3, 4 startups au lieu de créer un écosystème parce que de temps en temps, vous entendez les gens parler des startups. Il y en a qui n'ont pas vraiment une bonne connaissance de tout ce qui est entrepreneuriat, mais 90% des gros groupes veulent acheter. Mais ça prend du temps. En ce qui concerne l'intégration, et parfois ça ne fonctionne pas. Et vous pouvez acheter 2 ou 3 sociétés. La première fonctionne bien, rentre dans les écosystèmes, la deuxième moyennement et la troisième pas du tout. Donc parfois vous pouvez prendre des parts dans une société, avoir une solution simple. C'est pour ça que je parle de plateforme et de Lego. Et de temps en temps, je pense qu'on est meilleur en tant que start-up super agile de créer cet écosystème. On peut les aider à créer ces écosystèmes, mais je parlais de Thales, Capgemini, Atos, Early On, mais même les groupes polonais, c'est la même chose. Est-ce que vous imaginez le nombre de milliards qui ont été investis par la Commission européenne? Je suis allée en Pologne, on a parlé de Polish Tech contre French Tech. Et au bout du jour, Atos a 7000 personnes en Pologne qui sont de Pologne et qui sont super compétents. Et il faut qu'on joue ce jeu de cette façon-là, ou alors on va répéter tous les mêmes erreurs. Gérard? En ce qui concerne les grands joueurs, je vais revenir à cette notion de mariage et de confiance dans les écosystèmes. On est tous dans ce marché numérique et les petits et les grands bénéficient d'une chose qui est la confiance. Et la confiance est quelque chose qui est très important pour les consommateurs. On n'a pas un consommateur numérique s'il n'a pas confiance dans les services qui sont proposés. Et pour que les écosystèmes fonctionnent, il faut cette histoire de confiance, non seulement de gros groupes, mais des petites sociétés. Donc, cette confiance va être bien évidemment va tirer le plus grand bénéfice de cette confiance en mettant et donc la puissance de la chaîne est mesurée par le maillon le plus faible. Ça peut être des gros groupes, mais ça peut être des petites entreprises comme Solaris, par exemple. Je pense qu'il y a une différence, mais pour faire la différence entre les petits acteurs ne fait pas sens et la construction d'écosystèmes, nous sommes en retard là-dessus. En ce qui concerne les grandes sociétés, les grands groupes, les sociétés font de la recherche et développement. Et avec ces sociétés, avec le constructeur
qui implique les plus grandes sociétés technologiques et certaines petites et moyennes entreprises. Leur retour, c'est que ce sont des sociétés mondiales et je parle aussi de sociétés américaines qui font partie de notre consortium. Le gros problème, c'est que la connaissance pour qu'ils aient un doigt sur la différenciation du marché, les changements du marché. Le marché est trop volatile et les budgets pour la recherche et le développement sont restreints. C'est question de l'œuf et de la poule. Vous n'investissez pas dans l'innovation si vos clients ne le demandent pas et les clients ne vont pas acheter de la technologie si c'est une technologie qui n'est pas démontrable. Donc, je suis le président du consortium qui est une plateforme et où on développe une technologie disruptive qui est un brouillon pour sortir des différents silos de fournisseurs. Le challenge là-dedans, c'est que il y a beaucoup de protocoles, de sources de données et la collection de data donne la visibilité aux analystes difficile. Donc, ce que nous développons une plateforme qui va rendre l'interopérabilité plus facile et qui va mettre le client final, les hôpitaux, etc., en contrôle de la situation, peu importe de quel fournisseur vous parlez, des très petites entreprises ou pas. Et le brouillon, le premier jet n'est pas avec Fiona on board. Nous avons les meilleures solutions interconnectées, mais on n'a pas pensé à l'interopérabilité de cette société. Et ce blueprint va nous donner la possibilité de soutenir nos acquisitions, mais aussi booster notre présence sur le marché. Bon, ici, on parle tous de plateforme, donc je pense que ce que je voulais dire, en fait, il s'agissait surtout de l'Europe en tant que plateforme. Et si on réfléchit à l'Europe en tant que plateforme, j'adore cette idée de souveraineté. J'adore la souveraineté, j'en dirai pas plus. Et sur cet aspect, j'ai quelque chose à dire par rapport au capitalisme et au cash. Je m'en fiche qu'ils viennent de Chine, des États-Unis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le contrôle. Le contrôle, ça, oui, ça m'intéresse. Je voudrais juste dire que si vous voulez la souveraineté, il faut créer quelque chose qui nous donne la capacité de créer des géants. Et si le cash vient des États-Unis, donc qu'ils font super, moi ça me va très bien. Mais ce que je veux pas voir, c'est des entreprises d'acquisition qui viennent des États-Unis avec 2 milliards, qui achètent 100 ou 150 de nos petites entreprises high-tech super et qui détruisent les écosystèmes. C'est ça que je veux dire. Donc, je veux que les Européens reviennent dans la place, que le cash arrive, d'être capable de les amener sur le marché français, allemand, suédois, moi je m'en fiche, même au Royaume-Uni, même si je vous dirais, je suis désolée, mais vous êtes plus du côté américain qu'européen maintenant, mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et la seule chose, c'est qu'on a vraiment besoin d'arrêter de détruire les capacités qu'on a aujourd'hui dans le monde de la cybersécurité, qu'on n'a pas parfois dans d'autres domaines, qu'on a perdu. Pas totalement perdu, mais il y a beaucoup de concurrents avec des super géants. On a vraiment besoin de ça, où on est super bon pour créer nos propres géants. Et on a déjà nos géants. On en a plein, des tonnes, des super grands groupes ici. Donc, apporter les sous et
rendez nos startups vraiment très bonnes. Bon, c'était très clair. Jonathan, vous voulez répondre à ça? Oui, j'allais dire, Eric, que, en fait, il l'a dit déjà, mais en fait, le public... Bon, en fait, le panel s'attendait à ces discussions sur la souveraineté, mais ce que je voulais dire, bon, Eric l'a déjà dit finalement, mieux que je pourrais le faire, je voudrais... Bon, moi, je n'ai pas de préférence comme lui de la provenance des investissements du moment qu'on arrive à contrôler les capacités. Vraiment, il l'a dit très bien. Pour revenir un peu plus à ce que Noura disait sur la raison pour laquelle il y a ce défi parfois de nos géants, comme disait Eric, pour mettre en avant un écosystème européen, on a essayé cette approche en fait à Cylene entre 2015 et 2020. On a travaillé avec des grandes entreprises et on a vu que en fait bon, en fait, comme Eric l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a des organisations qui trouvaient ça assez difficile de s'intégrer finalement pour que ces innovations soient disponibles pour les clients. Et comme l'a dit Noura, il y a vraiment ce défi continu, cette tension entre le besoin d'innover et la peur d'utiliser de nouveaux produits innovants qui n'ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves sur le marché. Donc c'est vraiment ce défi constant pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité, parce que si on arrive à passer cet obstacle, finalement, si les produits sont sur le marché, sont adoptés par des plus petits et puis des plus grands et puis les plus grandes organisations, ça reste un défi sur lequel nous passons beaucoup de temps. Mais je dirais juste, bon, comme l'a dit Eric tout à l'heure, vraiment la même chose. Donc on a plusieurs défis finalement pour créer ces écosystèmes. Joanne, on n'a pas eu le temps, on a parlé des problèmes de compétences en cybersécurité. Est-ce que c'est un problème? Le manque de ressources finalement et de talents. Oui. Bon, oui, bien sûr, les écosystèmes devraient aider avec ce problème parce que, en fait, ici, on a des propositions de valeur et on peut trouver des communalités, des synergies finalement dans les écosystèmes, même si on est concurrent. Et le partage de connaissances et de compétences, c'est quelque chose qui est également une ressource, et avoir une bonne connaissance commune de la situation nous aidera à mettre en place ces ressources dans d'autres domaines. Donc je pense qu'il y a certains mérites dans le partage de connaissances dans les écosystèmes de manière plus proche encore, pour construire, pour bâtir des éléments ensemble dont tout le monde peut bénéficier pour qu'on puisse investir ces ressources là où vous pensez qu'elles sont les mieux investies. Mais en fait, cette question de talent est liée bien sûr aussi aux investissements dans la cybersécurité. Et en fait, on s'est rendu compte cette année que on a tous le même problème. Donc, parmi les grands acteurs, il n'y a pas assez de bonnes personnes finalement. Donc, pour résoudre ce problème, et en fait, c'est un problème que l'argent peut résoudre en fait. Donc, avoir plus d'investissements dans la sécurité, dans la cybersécurité. Si vous regardez aujourd'hui au niveau des opérateurs et les investissements dans la cybersécurité, dans les budgets, ça va entre 7 et 9% finalement. Bon, donc, l'idée finalement ici, c'est que ça montre que en fait, ça n'a pas encore été bien pris en compte, que la valeur que vous avez avec un bon niveau de cybersécurité fait toute la différence. C'est la fin de cette table ronde. On n'a pas été en mesure de parler de tous les aspects, mais on aura une partie à la fin si vous voulez ajouter quelque chose avant de finir. Eric?
Un dernier message de la fin, je voulais juste dire quelque chose concernant le grand groupe dont vous parliez tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un groupe qui travaillait pour la défense a créé plein de choses, a travaillé pour les utilisateurs et les petits PME? Quand je pense au groupe avec des milliards, je parle des capacités de créer des partenariats. On injecte l'argent dans des gens qui peuvent travailler dans ce domaine, tous ensemble, parce que ça va arriver au niveau du gouvernement et à ce niveau-là, ils peuvent travailler et puis on peut apporter les capacités, le B2B, le B2C. Donc c'est une question de changer d'état d'esprit. Pensez pas que que ça va se passer demain. En fait, ce que je voulais dire, c'est la souveraineté, la capacité à apporter beaucoup d'argent. Des milliards ont déjà été injectés par la Commission européenne dans tous nos États. Il faut passer au niveau suivant. Il faut agréger tout ça en plateforme, et pas seulement les plateformes des Pays-Bas, de la Pologne, de la France, de l'Allemagne. Je vous connais tous. Vous pensez comme ça, mais il faut penser de manière différente. Changer d'état d'esprit. Noura, j'aurais pas pu le dire mieux moi-même. Peut-être que ce que je dirais aussi, c'est que j'ai senti le besoin de la société de penser plus en collaboration. Nous sommes une union, mais les États membres travaillent indépendamment. Donc, de mon point de vue, je travaille beaucoup avec les Pays-Bas et avec le gouvernement. Je suis à tête d'écosystème et essayer de collaborer plus pour créer des synergies et voir comment on pourrait travailler mieux. Uta, vous aviez quelque chose à dire après ces conversations? Comme l'a dit Noura, je dirais les synergies, c'est très important de garder à l'esprit. Bon, il y a des choses qui se sont faites, plus d'échanges et plus de proximité au niveau européen et de collaboration. Donc, je pense que ça arrive, mais ça aurait pu être plus rapide. Et je pense aussi que si on veut des écosystèmes, il faut pas seulement regarder le cash, comme disait Eric, et les grands acteurs, mais il faut aussi créer l'environnement où les startups et les entreprises tech qui ont les bonnes idées ont la place, comment dire, il faut qu'elles aient le bon environnement et ça, je pense qu'il faut le créer. Il faut... parce que c'est ce qui se passe et en fait il y a des super idées mais en fait elles n'ont pas l'occasion finalement de se développer. Et en Allemagne ici je pense qu'il y a des startups qui fonctionnent déjà, peut-être aussi en France ou au Royaume-Uni, mais je pense qu'on pourrait faire encore mieux et qu'on pourrait échanger les travaux qui sont faits ici et là, partager beaucoup plus. Je pense qu'il faut faciliter ça beaucoup plus. Oui, on a fini, mais Jonathan, quel serait votre mot de la fin? Bon, je dirais, je vais finir sur une note positive. Je dirais que c'est très enthousiasmant en termes d'investissement en Europe et je pense qu'il faut qu'on ait confiance et je sais qu'il y a beaucoup de défis, mais je dirais que si on est patient et qu'on fait ce qu'il faut et que les ressources sont disponibles pour les investissements et les compétences, alors on va voir ce développement de plus en plus au niveau de cet écosystème européen. Je trouve que c'est super enthousiasmant de travailler dans ce domaine. Petite conclusion. Ouais, merci. Maybe in English. Peut-être en anglais. Donc ma conclusion, ça serait que finalement, oui, il faut rester positif. Je suis sûre qu'on peut construire de gros écosystèmes pour la cybersécurité européenne. Et moi, ce que je dirais, c'est que peut-être si chaque entreprise pouvait payer une partie donc des gens qui seront en charge des partenariats entre toutes ces entreprises qui veulent faire part de ces partenariats, ce que je dirais, mon opinion personnelle, c'est qu'on a besoin d'un leader
donc une grande entreprise qui peut-être chapeaute d'autres entreprises. Il faut, on a besoin d'un leader, c'est important. Et puis à partir de là, les gens peuvent travailler ensemble et essayer de créer ces partenariats. Comment dire? Ah, je ne trouve pas mes mots, mais je sais plus ce que je voulais dire. Bon, en fait, l'idée donc c'est d'avoir ce partenariat pour la résilience. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Laurence Duguay. Donc rapidement. Bon, j'ai vu beaucoup de coopération. C'est quelque chose aussi, je pense, que nous n'avons pas vu tellement finalement au cours de la dernière décennie. Donc ça, c'est un très bon début. Je comprends le problème du leadership également. Il semblerait qu'on ait une cacophonie de coopération en Europe, mais pour moi, c'est un problème plus petit. Donc, je vois beaucoup de bonne volonté et ça, pour moi, c'est très positif. Et je pense que les étapes qu'il faut passer maintenant sont plus faciles. Donc, restez positifs. On finit sur une note positive. Merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps de partager sur la création d'écosystèmes robustes et résilients. Merci beaucoup.